Non, c'est parce que je voulais introduire, si ça vous dérange pas, rapidement, c'est pour continuer. Sur cette idée, sur une comparaison que je peux faire rapidement, avec, très rapidement, je vais essayer de le faire le plus rapidement possible, avec le quartier du Marais que j'avais exploré à la même époque. Et ce qui est tout à fait étonnant, alors ce qu'il faut voir, c'est que j'ai envie, à part chez le groupe du rejet, de celui qui rejette les, l'espace social des Tarterets, tout ce qu'il peut représenter, le fait qu'il soit stigmatisé, etc., et puis qui peuvent avoir des problèmes réels. Hein. Je ne nie pas qu'il y a des problèmes, qu'il n'y a pas de problème d'insécurité, c'est pas, hein, c'est pas ça que je veux dire. Euh, donc, oui, ce que je voulais dire, c'est que il n'y a pas de discours, par exemple, autour du ghetto, sur l'enfermement, sur les groupes raciaux qui s'opposeraient les uns aux autres, ou des choses comme ça. Par exemple, l'islam n'émerge pas comme un problème social dans les entretiens, dans les entretiens au Tarteret. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que dans le quartier du Marais, à Paris, un lieu où il fait bon vivre, hein, a priori, donc où il n'y a pas du tout, où on ne vit pas du tout dans les mêmes conditions qu'au Tarteret, c'est sûr. Eh bien, au contraire, dans le discours des habitants du Marais, on retrouve énormément le thème du ghetto. Il intervient à toutes les sauces. Alors, on est dans le Marais, il y a les homosexuels, il y a les juifs, donc on peut dire, ah ben, c'est un peu normal, il y a un billet là, d'accord. C'est vrai que ce billet intervient. Mais le ghetto n'est pas seulement associé aux juifs et aux homosexuels. Il est associé à tous les groupes qui viennent habiter le quartier, qui investissent le quartier du Marais. Et notamment, il est beaucoup utilisé pour caractériser le côté intello. Le ghetto bobo. Voilà. Mais il est aussi introduit pour qualifier la présence des Chinois, hein, qui vient introduire, donc il y a beaucoup de Chinois de coins dans le Marais, notamment du côté de Arts et Métiers, et puis dans la rue du Temple, hein, tous les grossistes, les magasins de bibeloterie semi-grossistes, enfin, voilà, bon, pour faire vite, avant le Marais c'était un quartier populaire, enfin avant, après qu'il était un quartier aristocratique, hein, puisqu'il a d'abord été un quartier aristocratique, il est devenu un quartier populaire au 19e et 20e siècle. Il est redevenu un quartier presque aristocratique, pourrait-on dire, depuis les années 70, depuis le plan de sauvegarde de Malraux. Donc il y a, on sent bien qu'il y a du côté de cette caractérisation du ghetto, il y a le ghetto noble, le ghetto ignoble, enfin bon, il y a toutes des dimensions de cet ordre. Enfin, ce que je veux dire, c'est que la plupart des habitants qui amènent cette thématique sont des habitants qui sont venus justement chercher dans le Marais le côté communautaire, village urbain, etc. Et donc c'est très classique dans les dynamiques de gentrification des quartiers anciens. Les bourgeois, pourrait-on dire, viennent chercher quelque chose de l'ambiance du quartier populaire en s'installant, échangent, voilà, c'est très classique. Donc, mais c'est ce qui est tout à fait étonnant, c'est l'importance de cette thématique du ghetto pour caractériser justement l'absence de vie, pour dire il n'y a pas de vie vraiment en communauté. Donc voilà. Donc alors par contre le Marais s'est présenté comme un parangon de l'urbanité justement. Hein. Et bah, c'est ce que viennent chercher les gens, ils viennent chercher, mais ils ne trouvent pas cette entre guillemets urbanité. Enfin, bon, urbanité. Vous voyez bien qu'ici, c'est un peu difficile de différencier, enfin de
distinguer la communauté et l'urbanité, ou alors plutôt, enfin, il faut déconstruire le terme, la notion ou le concept d'urbanité et reconstruire, au contraire, celui de communauté. Je ne peux pas trop m'étendre sur ce point-là, mais il faut essayer de ne pas penser la communauté comme étant la caractéristique de groupe humain, en particulier d'une propriété, mais au contraire, comme étant le principe même de toute association en termes d'absence justement de propriété, de quelque chose qui manque à soi-même, d'altération, de quelque chose qui prive de la souveraineté du sujet. Enfin, c'est quelque chose de cet ordre-là. Mais enfin bon, je ne veux pas m'étendre là sur des dimensions trop philosophiques. Et je voudrais revenir au Tarteret, en insistant donc sur ce groupe sur ce groupe qui est dans le retrait, hein, qui n'est pas fortement investi dans l'espace social du quartier, mais qui n'est pas non plus dans le rejet. Ce qui est très intéressant, c'est que dans la démarche d'analyse qui est développée au CSTB, donc cette démarche d'analyse, elle a, on pourrait dire, un défaut. Elle présuppose de retrouver sur chaque terrain, les mêmes types de modes d'habiter. On retrouve toujours la famille de l'investissement positif. Elle se construit de façon à chaque fois différente, et puis ce groupe est plus ou moins important. Il est plus ou moins positif aussi. Il est particulièrement positif et particulièrement important au Tarteret. On n'a jamais retrouvé un groupe aussi important et aussi fortement construit qu'au Tarteret. On retrouve toujours aussi la famille du rejet, hein, donc qui est l'exact contraire de la famille de l'investissement positif. Donc, hein, c'est dans cette famille du rejet qu'on retrouve donc les gens qui trouvent le lieu insupportable, hein, qui veulent, voilà. Donc et donc par contre, justement, on ne retrouve pas toujours, et c'est ça qui est intéressant, la famille du retrait. Le groupe d'habitants qui investit le logement, qui s'accommode de l'espace social du quartier, mais qui s'en tient à distance. On ne le retrouve pas toujours. Quand on ne le retrouve pas, on retrouve un groupe d'habitants qui ne peut pas investir l'espace, son habitat, qui ne peut pas l'investir, c'est-à-dire qui est dans l'investissement impossible. Et là, on a du vide. On a du vide et on a des gens qui se sentent très mal, qui ne rejettent pas vraiment, mais qui ne disent rien, et qui ont très peu de pratiques signifiantes, enfin qui ont voilà. On ne retrouve jamais ce groupe un groupe d'investissement impossible qui est caractérisé par l'investissement impossible et un groupe du retrait. C'est soit l'un ou soit l'autre. Donc, dans les 9 grandes enquêtes qui ont été conduites entre 1997 et 2006, et donc auxquelles j'ai participé pour nombre d'entre elles, on retrouve donc systématiquement le type du rejet et celui de détachement, mais celui du retrait et du repli ne se retrouve que dans 4 d'entre elles. Donc, si vous voulez, c'est quand on a un groupe qui ne peut pas du tout investir, ni sur le mode du rejet, ni sur le mode de l'attachement, ni sur le mode du retrait, on a un indice d'un espace social qui n'existe pas, en fait, qui ne fonctionne pas comme espace social. Et alors que quand on est dans le retrait et le repli, on a un indice, enfin, quand il y a un groupe qui est caractérisé par le retrait, on a un indice d'un espace qui fonctionne fortement comme un espace social, justement, qui a un espace social qui a du sens, qui est alors
l'espace social, comment c'est construit. Je vais y venir. Mais en tout cas, pour en terminer sur ce point, le fait de retrouver un type de mode d'habileté construit sur le retrait montre vraiment que appréhender le quartier du Tarteret en termes d'inurbanité, c'est faire fausse route. Alors je peux vous citer, si vous voulez, par exemple, pour vous donner un exemple d'un jeune Sénégalais employé comme technicien de surface à Orly, qui habitait auparavant un foyer de travailleurs à Paris, où il était arrivé depuis le Sénégal en 1993. Donc il est installé depuis 1998 dans le quartier, donc depuis 2 ans au moment où on a enquêté dans le quartier. Donc il a fait venir sa femme. Et voilà comment il rentre dans l'entretien. Il dit « Il n'y a rien de difficile à vivre ici, je me sens bien. Ce n'est pas aussi difficile que ça. C'est pareil qu'à Paris. Mais il y a plus d'avantages ici qu'à Paris. Ici, je ne suis pas seul si j'ai un problème, parce qu'il a de la famille à proximité. Il a son frère et sa sœur qui vivent dans le quartier. Mais en dehors de ses supports familiaux, il dit ne pas fréquenter les autres habitants du quartier, ne pas connaître le quartier, mais il en pratique les espaces extérieurs qu'il apprécie, parce qu'il sort se promener, il se promène pour faire son jogging. Et voilà comment il en parle. Les espaces extérieurs sont bien entretenus. Si je sors me promener, c'est parce que le jardinage est bien fait et tu as envie de rester dehors. Voilà, c'est ce genre de contenu qui fait que... mais par contre, il use de très peu des services disponibles dans le quartier. Mais il se rend par contre régulièrement à Paris voir ses anciens amis du foyer de travailleurs. Enfin bon. Donc il arrive à mettre à distance les habitants du quartier, tout en usant de l'espace public sur le mode justement de l'indifférence civile. Hein. Il arrive à en user justement parce que le quartier lui offre des ressources, en tout cas des supports d'affiliation au sens fort générique du terme. Là, il a juste de la famille qui permet de construire son... Donc finalement, c'est ça. Au Tarteret, il n'y a d'urbanité possible que dans la mesure où il y a déploiement d'une logique communautaire. Alors oui, si. Et par contre, maintenant je vais vous donner l'exemple d'un habitant qui est vraiment d'un habitant donc, qui lui est inscrit dans le groupe des habitants les plus investis dans le quartier. Lui, c'est un Sénégalais aussi. Il est agent de maîtrise dans une société de nettoyage industriel à Paris. Il est marié avec un enfant en bas âge. Il habite le quartier depuis 1997. Et il est adhérent d'une association politique qui s'appelle l'Association politique à responsabilité partagée, qui est plutôt à gauche. Et il est surtout musulman pratiquant. Il se rend quotidiennement à la mosquée. Et donc, je peux vous quelques citations. Ce qui est important pour moi ici, c'est la solidarité. Aujourd'hui, les Tarterets sont repris en main parce que tout le monde se met à nettoyer le quartier. J'ai proposé à Dassault, donc le maire, de nous aider à organiser une opération quartier propre. Il m'a bien répondu. Voilà, je me suis mis en contact avec les jeunes. Au départ, ils étaient réticents, mais maintenant, ils me signalent que quand j'ai oublié de fermer ma voiture, personne ne touche à mon autoradio. Le relationnel est très important. Ici, c'est un quartier vivant. Alors,